Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode particulier, je dirais même exceptionnel, puisque nous n'allons pas aborder une thématique comme à notre habitude, mais nous allons répondre aux questions que certains d'entre vous nous ont posées à travers Twitter, LinkedIn et un formulaire que nous vous avions proposé. Et donc, les contributeurs aujourd'hui sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Paul Amar. Bonjour tout le monde. Vladimir Collin. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Nicolas, est-ce que tu voudrais poser la première question ? Et oui, puisque la première question s'adresse à toi, Johan. La question est « Comment est né le podcast No Limite Sécu ?» Et c'est une question à laquelle nous avons répondu dans le magazine MISC numéro 134, qui est sorti le 28 juin en kiosque. Mais effectivement, les gens n'avaient pas encore cette réponse à l'époque où ils ont posé la question, donc je te laisse en parler. Eh bien, il est né à une époque où je faisais beaucoup de voitures et j'écoutais des podcasts uniquement en anglais. Donc particulièrement le podcast du Sens et Security Now de Steve Gibson. Et je me suis dit que ça serait vraiment bien qu'il y ait un podcast francophone, parce que j'avais du mal à comprendre ce qui se disait parfois. Donc eh bien, je suis allé voir quelques compères et je leur ai demandé s'ils étaient intéressés pour créer et réaliser un podcast. Et voilà comment est né le podcast No Limite Sécu. Et ce qu'il faut dire, c'était qu'il y a plus de 10 ans maintenant, donc à l'époque, la scène du podcast n'était pas aussi dynamique qu'aujourd'hui. Ah oui, c'était quoi ? C'était 2014 ? Ah ouais, c'était ça. Parce que moi, je suis rentré en 2015, été 2015, mais je crois que vous l'aviez démarré en 2014, ouais. Oui, c'est ça. Et on va pouvoir enchaîner avec la deuxième question qui est tout à fait en lien avec la première. Existe-t-il des épisodes du podcast qui n'ont jamais été publiés ? Eh bien, il en existe au moins un, c'est l'épisode numéro 0. Est-ce que tu veux en parler, Johan ? Est-ce que tu veux présenter les contributeurs de l'époque ? Alors, à l'époque, il y avait Renaud Bidou, il y avait Fabien Tanguy, il y avait Patrick Chambet et bien sûr Jean-François Audenard, alias le professeur Audenard. Il y a d'autres épisodes qui n'ont pas été publiés. Il y a des interviews un peu compliquées. Par contre, il y en a qui ont été publiés, mais après, 2 ou 3 tentatives suite à des problèmes techniques. Oh, il y en a qui ont été enregistrés plein de fois, avec un montage derrière basé sur la première prise, la deuxième prise, la troisième prise, et puis un petit peu de la dernière. Sur le backup Audacity récupéré, ou plutôt le cache JavaScript, le cache du navigateur récupéré en JavaScript avec une commande vaudou magique. Oh là là. Ah oui, ça c'était... Il y a les épisodes réenregistrés pour des problèmes techniques. Il y a eu aussi plusieurs fois des épisodes réenregistrés parce qu'il y avait des problèmes dans la qualité du premier qui était finalement impossible à monter. Donc, ils ont été réenregistrés une seconde fois. Après, il reste effectivement des épisodes jamais publiés parce que, tout simplement, ils ne sont pas publiables. Et Johan et Nico, c'est peut-être le moyen d'enchaîner pour nous dire comment ça se monte, un épisode. Comment ça se monte, tu veux dire techniquement ? Avec du sang et des larmes. De l'abnégation. Et non, c'est facile, il suffit d'envoyer plein de fichiers sons à Johan et à Nicolas, et magiquement, ils sortent un épisode monté. Exactement. Oui, c'est vrai que de notre point de vue, ça paraît facile. Bah, ça fait plusieurs À savoir années. que pour les auditeurs, c'est enregistré avec un Zencastr. On a un enregistrement local pour chaque personne du podcast en utilisant Audacity. Et même des fois, on rajoute un petit Jitsi en plus de ça. Parce que contraintes techniques, des fois le navigateur peut crasher, la connexion fait que du coup les personnes partent. Donc c'est érodé. Mais effectivement, après, c'est envoyé à Johan et Nicolas qui s'occupent de monter ça à merveille. Ouais, tu peux surtout dire Johan, c'est Johan qui fait 95% du boulot. Mais en fait, c'est tellement magique pour les auditeurs qu'ils n'ont pas posé la question sur la technique. Pour eux, ils ont fait abstraction de la technique. C'est parce qu'ils pensent qu'on est tellement bon que tout est fait en live. Il y a un truc qui est rigolo, c'est le clap, parce qu'en fait, pour synchroniser les pistes, ça surprend tous les nouveaux intervenants, c'est qu'on fait un triple clap classique avec les mains face au micro, pour que Johan et Nico puissent synchroniser les pistes grâce à ces 3 traits verticaux qu'ils ont sur les pistes, qu'ils ont visuellement sur les pistes audio. Gens qui n'ont pas l'habitude du cinéma.
Donc il y a moyen d'enchaîner avec une autre question un peu plus bas dans la liste. Je ne vais pas les suivre par ordre chronologique. Les questions aussi étaient posées de manière anonyme. Hein. C'est pour ça que je ne cite pas les noms, parce qu'on ne connaît pas les gens derrière, même si parfois on s'en doute. Il y avait une question de Madame Belpère. La question est donc comment rejoindre l'équipe No Limit Sécu et comment passer dans No Limit Sécu. Enfin, la question technique est comment sélectionnez-vous vos sujets, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui veut passer dans No Limit Sécu. C'est comme pour rejoindre les GAFAM, ça c'est les entretiens très très longs, on passe une journée avec des entretiens de logique, un tableau blanc, des coups de programmation en assembleur ARM évidemment. Enfin c'est long, hein. On s'en souvient toute sa vie. Non, il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est qu'on a mis en place un petit labo d'expérience avec l'OCIR. Et il y a de nombreuses conférences qui passent d'abord à l'OCIR en test. Et si la présentation est réussie, ils sont ensuite invités dans les studios de No Limit Sécu. Ça, c'est vrai pour les gens qui ont envie de passer et dont on n'a aucune espèce d'idée de la pertinence technique de ce qu'ils ont développé. Donc l'intérêt de l'OCIR, ça permet une présentation technique de comment ça marche. Enfin, c'est le cas d'une minorité quand même. Hein. Oui, parce que l'OCIR, c'est une présentation plus formelle avec slides, interaction, enfin on peut avoir des démos produits, etc. Alors que le podcast, c'est 100% audio, donc il faut quand même maîtriser un petit peu le sujet. Il y a aucun support visuel, aucun support de présentation. On ne peut pas forcément inviter quelqu'un dont on ne connaît absolument pas le produit, ni le support d'activité, ni le domaine d'activité, puisqu'on ne saurait même pas quelles questions poser en fait. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les épisodes No Limit Sécu se font relativement avec assez peu de préparation. Mais ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte que l'improvisation était notre meilleur talent. C'est dû à l'excellence des intervenants. Peut arriver que nous ayons des plans comme pour cet épisode. C'est surtout dû au manque de temps. Parce que préparer un épisode, ça prend du temps, et donc ne pas le préparer, ça va plus vite. Petite question, quelle est la localisation la plus insolite où No Limit Sécu était enregistré ? Tu veux dire en remote ou... Ah non, en physiquement. En présentiel. Ah, alors la plus insolite, je pense que c'était le bureau du secrétaire d'État au numérique. Oui, à l'époque où c'était Mounir Majoubi. On s'était rendu physiquement au ministère. Enfin, Également le bureau du patron de l'ANSSI, donc Guillaume Poupard. Chez Hervé, c'était pas mal aussi. Hein. Et chez Google, oui, vrai, les épisodes chez Google également. Et chez Google, oui, c'est arrivé également. On peut également citer un épisode qui a été enregistré à la piscine, autour de la piscine d'un hôtel de Monaco et qui fait partie des épisodes qui n'ont pas été publiés. Car jamais monté, car il devait y avoir une douzaine d'intervenants et on a renoncé dans l'ampleur de la tâche. Il y avait beaucoup de choses à couper. Alors j'enchaîne sur une question un peu connexe qui est comment contacter l'équipe No Limit Sécu. Donc c'est en lien effectivement avec les gens qui veulent devenir contributeurs ou venir présenter leur produit. Je pense que le plus simple c'est nolimitsecu@nolimitsecu.fr ou sur Twitter ou sur LinkedIn. Est-ce que tu vois autre chose, Johan ? Non, je pense que on nous alpaguer quand on nous croise à une conférence, un salon. Non, mais moi je répète souvent aux gens, si vous avez des idées de gens inédits, peu connus, dont on n'entend pas parler, mais qui ont des choses à dire, de sujets qui sont pas traités et qu'ils pourraient traiter, écrivez-nous à nolimitsecu@nolimitsecu.fr. On lit tous les courriers électroniques. Enfin, surtout que c'est pas moi. Voilà, une question qui a déjà été posée, mais finalement on va revenir dessus. Est-ce que je la lis en entier parce qu'elle est un peu longue ? La question est la suivante. Pourquoi dans les podcasts américains, les experts en cybersécurité racontent des histoires détaillées et parfois même des opérations militaires secrètes, alors qu'en France, nos experts commencent toujours par « je n'en dirai pas trop » ou « Joker » dans 3 questions sur 4 ? Est-ce lié à un secret plus restreint en France ou est-ce que les experts en cybersécurité connaissent moins la législation et les délais de prescription ? Enfin voilà, la question est un peu plus longue que ça, mais je pense qu'elle mérite d'être posée. Je peux déjà contribuer à un élément, c'est qu'il y a plusieurs podcasts américains qui ont relayé des détails d'opérations de la NSA, en particulier contre l'État islamique, etc., parce qu'elles n'étaient plus secrètes, parce qu'elles ont été déclassifiées et qu'en fait, envoyer des gens qui avaient participé à des podcasts faisait partie d'une action de communication des agences américaines. Et ça a fait de très bons podcasts parce que c'était intéressant. Je sais plus comment s'appelait l'opération quelque chose Symphonie, Gleeful Symphonie ou quelque chose comme ça. Et c'était très intéressant. D'un autre côté, il y a effectivement une façon de faire du podcast qui a pas été adoptée par No Limit Sécu, qui est le podcast de récit, sur lequel on trouve pas mal de podcasts en langue anglaise, et sur lequel c'est une autre façon de faire, c'est soit du récit à la première personne en interviewant et du coup faisant raconter ce qui est arrivé à quelqu'un ou ce qu'il a vécu, soit la
construction d'une histoire, comme fait très bien Malicious Life, mais c'est pas la façon dont a fonctionné No Limit Sécu. Je pense que Johan pourrait rebondir là-dessus. Oui, effectivement, tous ces podcasts demandent de la préparation. Et on a tous des activités professionnelles autres. Et donc, ça demanderait trop de temps, en fait, de réaliser ce type d'épisode. Est-ce que c'est pas aussi culturel entre la France et les États-Unis, où en France, on est plutôt dans le feutré, la confidentialité, on n'en parle pas trop, alors qu'aux États-Unis, tu vas sur scène et tu dis « Oui, j'ai piraté ça, oui, j'ai fait ça ». Regarde, quand le directeur de la NSA était passé à Black Hat il y a quelques années pour dire « Ouais, on pirate la planète, on recrute ». En France, c'est pas trop l'état d'esprit. Mais donc, tu as aussi cette communication beaucoup plus facile là-bas qui est... je vois Christophe qui hoche un peu la tête, mais Payot était venu à Stick, mais bon, c'était des années après. Et pas forcément avec la même façon de parler. On a aussi Mathieu Feuillet qui est venu présenter plus de 10 ans d'historique d'opération de l'ANSSI, dans lequel il y avait effectivement des histoires, il y avait du vécu, une décennie d'opération de l'ANSSI. Donc ça se fait, et dans tous les cas, quand un officiel, quelle que soit sa nationalité, fait ce genre de choses, c'est une action de communication, évidemment. Donc on ne présente pas une opération secrète, on présente une opération qui a été déclassifiée. Quelqu'un qui s'aventurerait à violer les NDA ou à violer des obligations de secret de son État, aurait des gros problèmes, soit de droit contractuel et d'indemnité, soit d'aller en prison, quoi. Mais je pense que c'est le cas aux US aussi. Bien sûr, mais évidemment. Mais ils sont quand même plus enclins à utiliser ça pour faire de la communication. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être un ton plus théâtral aux US qui fait qu'on a l'impression que ce sont des histoires secrètes, alors qu'il n'en est rien. Il y a une vraie différence aussi, c'est qu'en fait, un officiel américain, un directeur d'agence, etc., c'est quelqu'un qui toute sa vie a fait de la présentation, qui a une formation à la narration qui est plus rare en France. Et donc qui est plus à même aussi de raconter une histoire d'une façon qui soit plus saillante, plus agréable. Puis il y a quand même un autre point aussi, c'est la moula. Non, mais je veux dire, tous les podcasts américains sont sponsorisés. Sponsorisés, il y en a qui ont des budgets de 50 ou 100 000 $ par mois. Donc du coup, derrière, il y a de l'écriture, il y a du montage, il y a de l'habillage sonore, etc. Ils peuvent fact-checker, ils travaillent avec les chargés de com en face, ils y passent leur journée. Nous, ça reste quand même une activité bénévole. Je crois qu'en France, un des gros points, c'est que le podcast ne rapporte quasiment rien, à part sur les grosses franchises qui publient tous les jours ou toutes les semaines, mais qui ont vraiment du travail derrière, quoi. Je pense que les deux principaux qui sont sur ce sujet dans la cyber, c'est Malicious Life et Darknet Diaries, qui sont d'ailleurs très très bien, mais dans lesquels il y a des gens dédiés à plein temps à écrire le script de chaque épisode. Il y a une équipe qui fait du montage sonore, c'est pas juste Johan qui reçoit des fichiers au pif, et dans laquelle il y a même un travail sur la mise en onde de la musique, des ambiances sonores, etc. Et où en fait le présentateur du podcast est avant tout un présentateur qui représente toute une équipe qui a fait le boulot. Donc effectivement, c'est pas nous on a tous un travail à côté. Je pense que c'est un podcast qui présente des intérêts pour nous qui travaillons et qui participons à No Limit Sécu, mais qui n'est pas un nouveau travail. Enfin, je pense que Johan est déjà employé et que son employeur verrait d'un mauvais œil qui passe 90 heures à écrire des histoires. Mais t'as raison, Darknet Diaries qui est l'un des plus connus. Effectivement, il y a Jack qui est l'hôte principal, la personne qui pose les questions. Mais derrière, c'est une dizaine de personnes, si je dis pas de bêtises, qui bossent sur les images, les transcripts, les traductions, etc. Donc c'est vraiment une team de prod, quoi, en fait. Ok, on peut peut-être... Alors, on a fini les sujets qui concernent directement No Limit Sécu et l'organisation des podcasts et l'équipe. Après, on a eu énormément de questions autour du recrutement, des salaires aussi. Quelqu'un qui demande à mot couvert combien vous gagnez. La question exacte, existe-t-il des sources fiables sur les salaires réellement pratiqués dans la cyber? Mais bon, je traduis ça par... Est-ce que tous les contributeurs No Limit Sécu peuvent donner leur salaire? Alors, moi, tout à fait. Et je peux, moi j'ai un salaire raisonnable, un peu au-dessus de la moyenne. Je gagne un peu moins que ce que je gagnais en tant qu'associé Deloitte. Donc, ça tourne autour du pot. En tant qu'associé Deloitte, dans les années, c'était que je dise pas de bêtises, entre 2014 et 2017, le fixe était à 130 000 € annuel brut avec 30 000 € de variable.
Donc évidemment, il faut réactualiser par rapport à aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de réaliser que, à quelques exceptions près, quelques personnes dans le secteur public de la santé, par exemple, la totalité des gens qui travaillent dans la cybersécurité font partie des 1% des Français les plus riches. Donc en fait, vous êtes dans la cybersécurité, vous êtes pas forcément parmi les plus riches, 1%, les mieux payés. Oui. D'accord. Les Les mieux 1% payés, oui. des Français Et en les particulier mieux les payés. jeunes. Et en particulier les jeunes, parce que c'est les jeunes qui ont les salaires proportionnellement par leur expérience les plus élevés. Parce que tu plafonnes quand même assez vite, sauf si t'es RSSI de grands groupes, etc. Oui, enfin sur les études qui ont été faites, ça va pas si loin que ça. Hein. Le RSSI le mieux payé il y a quelques années était à 150 000 €. Ah oui, alors moi j'en connais Non, il y qui a sont plus. beaucoup Ah mieux oui. payés que ça. Moi je connais déjà des salaires, accrochez-vous, tenez-vous à votre chaise, qui sont très au-dessus de ça dans le secteur public. Donc si vous voulez, il faut aussi prendre le pactage total. C'est-à-dire quand tu as l'appartement de fonction en plein centre-ville, enfin, tu vois, Ah oui. et voilà. Oui, ben ça existe, je suis désolé. Ça existe, mais ça se fait de moins en moins. Pour les métiers de la cyber dans le secteur public, en fait, il y a une circulaire qui est sortie avec la politique salariale des filiers des métiers de la filière numérique qu'on peut télécharger sur le site de la fonction-publique.gouv et sur lesquels il y a une assez bonne idée des salaires avec des indications de métiers qui sont plus ou moins approximatifs, mais qui représentent à peu près ce qu'on peut demander aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'obtenir? Pas toujours, ça dépend des administrations. Et je parle de la fonction publique. Et des fois, on peut avoir plus, mais globalement, de ce que j'en sais, c'est assez représentatif. Alors que par contre, dans le privé, il n'y a pas vraiment de référentiel comme ça. Et alors, tu as des entreprises qui sont censées te vendre des référentiels de salaire, mais en fait, elles se basent sur des questionnaires qu'elles envoient à leurs clients pour ensuite revendre les données à leurs prospects, donc qui deviennent leurs clients. Donc, il y a des intervalles de salaire, mais pas vraiment très très précis. Donc c'est vraiment pas évident, donc tu te bases sur pour recruter beaucoup, là cette année nous on recrute une 20aine de personnes, pour recruter beaucoup tu te bases sur déjà ce que te disent les gens et puis tu leur fais confiance, également sur ton historique, sur des copains, des connaissances, etc., sur ton réseau. Les jeunes qui sortent là, Vlad, Vlad, c'est quoi, 35-42? j'ai pas entendu début de Les question. les jeunes qui sortent Vlad, d'école. ouais. Ça dépend, mais en général, les salaires ont vachement augmenté. Quand je faisais du conseil, un jeune qui sortait d'école, c'était à partir de 38-39. Aujourd'hui, c'est un petit peu au-dessus de 40. Et en général, par année, tu comptes à peu près 4 000 € de plus. Alors après, dans les salaires dans la tech, il y a des personnes bénévoles qui lancent des sondages sur le net, là, et notamment je pense à Denis Germain qui est dans la région là, de Bordeaux, et qui demande effectivement à des personnes de remplir, en tout cas anonymement, c'est un petit peu une sorte de glace d'or français, quoi, pour arriver à avoir une ordre d'idée. Alors vraiment dans la tech de manière générale, pas nécessairement spécifique à la sécurité, mais ça peut donner un ordre d'idée un petit peu, et que ce soit junior, intermédiaire, senior, de se donner un petit peu c'est quoi les fourchettes pratiquées. Mais tu n'as aucune garantie que les salaires donnés par les gens sont réellement leurs salaires. Tout à fait. C'est jamais évident. Exactement, c'est pas évident. Les gens qui connaissent les salaires sont les RH et les recruteurs. Et ils connaissent les salaires de leur entité. Oui, c'est ça. Oui, mais bon, moi, quand je recrutais, là, ça fait très longtemps que je suis plus du tout là-dedans, mais je suis évidemment au courant parce que recevant beaucoup de gens régulièrement, eh bien, les gens, de quoi ils parlent à table, ils parlent de leurs salaires respectifs et ils regardent et ils comparent, puisque c'est des formations inter-entreprises, et donc ils comparent d'une région à une autre, d'une entreprise à une autre. Donc c'est pour ça aussi que, je peux vous dire, les gens sont vraiment dans des 70, 80, 90, très régulièrement, sans aucune difficulté. Oui, mais passer au-dessus, c'est moins évident. Après, si, quand tu es RSSI d'une entreprise de certaine taille, tu peux dépasser les 100 000 €. Mais par exemple, dans le conseil, non, mais même si dans tu es des dans une boîtes où il y a entreprise... 400 RSSI, il n'y a pas de problème. Non, mais justement, ta boîte, elle a 400 RSSI. Je pense que sous-jacent à nos questions, il y a qu'est-ce que c'est qu'une carrière dans la cybersécurité et est-ce que je peux devenir riche avec? La plupart des gens ne deviendront pas riches dans la cybersécurité. Ils vont vivre bien. Ils vont avoir un bon salaire. Ils vont pas finir millionnaires, sauf à avoir un coup de bol ou à être rentré dans une entité qui a levé ou gagné beaucoup d'argent ou qui a fait une entrée en bourse, des choses comme ça. En général, c'est en acceptant un risque plus important, c'est-à-dire que 3 sur 4 qui vont avoir fait ce pari vont tomber sur une entité qui finit en faisant faillite ou qui se fait racheter petitement ou bref. Et aujourd'hui, les salaires sécurisés les plus hauts dans la cybersécurité, c'est des gens qui travaillent pour des grands groupes
où ils vont arriver à des salaires très très confortables. Ils deviendront pas très riches, mais par contre ils vont vivre très bien. Il y a une seconde question, c'est pourquoi faire ce métier? Si c'est que pour l'argent, c'est probablement à compétence égale pas le métier qui rapporte le plus. Il y a une mythologie autour, il y a eu une phase aussi où les compétences étaient très rares, où il y a eu des gens qui ont pu se faire payer très cher. Mais aujourd'hui, les compétences, elles sont pas surabondantes évidemment, mais elles sont devenues plus ordinaires. Bon, elles sont quand même rares. On peut trouver assez facilement des ingénieurs à recruter, qui ont des compétences. Les stats que j'ai, c'est un poste sur 2 qui n'est pas... Ça, c'est un marronnier. Moi, je peux vous dire que tout ça, c'est du pipeau. Moi, je me bats même plus sur le sujet parce que c'est trop perdre de temps et moi, je suis un no time, no power, no money. Mais écoutez, prenez une grande entreprise française de télécommunications qui a 450 personnes dont elle a besoin de se débarrasser. Donc, elle fait un plan de départ volontaire. C'est les mots modernes pour pour pas dire plan de licenciement, parce que ce sont des départs volontaires involontaires. Eh bien, ces gens-là, pourquoi ils veulent pas les reconvertir à la cyber Alors pourtant, les syndicats ont demandé un plan de reconversion. Parce qu'ils savent que ces plans de reconversion vont réussir. Ils savent que ces gens-là, ils ont été ingénieurs dans d'autres domaines d'activité. Ils savent qu'il y en a au moins un quart, si c'est pas la moitié, qui vont se passionner pour la cyber et qu'ils vont être opérationnels et être recasés dans la cyber. Non, ils préfèrent recruter 450 jeunes. C'est plus rentable. Parce que ces gens-là, ils ont 10, 12, 15 ans de boîte. Et ils veulent pas des gens qui ont autant d'années d'ancienneté. Si on manquait véritablement de gens dans la cyber, on n'aurait pas ce genre de situation, on aurait des plans de reconversion. J'ai pris un exemple, j'en ai plein d'autres. Des tas de gens, par exemple, qui étaient ingénieurs dans la construction d'usines d'incinération de déchets, à qui on refuse les reconversions dans la cyber. Et donc, ils doivent démissionner, se payer leurs études avec leurs petits sous, et après seulement entrer dans la cyber. Tous ces phénomènes-là, ils montrent que c'est pas vrai. On cherche pas les gens dans la cyber. Ensuite, il y a un autre phénomène. On a la chance, nous, en France, d'avoir certes quelques Français qui vont travailler dans le monde anglo-saxon, en Australie, aux États-Unis, en Europe du Nord. Mais c'est anecdotique par rapport au nombre d'ingénieurs qu'on peut, entre guillemets, obtenir de la part de pays francophones moins riches que la France. Donc, l'un dans l'autre, moi, je suis désolé, c'est pas vrai, il n'y a pas autant de difficultés de recrutement. C'est un marronnier qui arrange tout un tas de gens, qui fait des articles perpétuellement, mais sur lesquels il n'y a aucune étude scientifique, aucune étude indépendante, aucune véritable recherche. Et donc moi, c'est pas ce que je constate dans la réalité. Je pense que tu as répondu aussi à un autre aspect de la question. Je le boucle. Je pense que tu as répondu aussi à un autre aspect de la question qui était les filières pour y rentrer. Il y a pas mal de gens qui se reconvertissent à la cyber et ça marche bien. Il y a pas mal de gens qui ont fait de l'informatique classique comme développeurs, comme sysadmin qui se convertissent. Il y a pas mal de gens qui ont fait un bac+2, BTS, DUT ou un truc comme ça et qui au bout d'un certain temps sortent de spécialité ou qui découvrent à l'occasion. Il y a pas mal de gens qui découvrent la cyber à l'occasion d'un incident. Et puis la filière royale, c'est quand même ça reste quand même l'ingénierie, mais en fait la cyber est un domaine où on a la chance qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Alors, la voie royale, pour un prisme français. On parle de la France. C'est-à-dire que dans le milieu anglo-saxon, et pour être parti directement après mes études à Londres, absolument personne ne m'a posé la question du diplôme. Et les personnes vraiment qui sont encore référentes à l'heure d'aujourd'hui dans le domaine qui étaient mes collègues, je veux dire, c'était des formeurs zoologistes, quoi. C'était des gens qui avaient étudié la zoologie, les animaux, etc. en Afrique du Sud, et qui n'étaient pas capables de trouver un boulot. Du coup, ils se sont reconvertis dans la cyber. Et ce qui a fait que, du coup, c'est des personnes qui, même encore à l'heure d'aujourd'hui, sont absolument exceptionnelles, c'est qu'ils sont curieux, en fait. C'est qu'ils sont curieux. Et ce qui fait que je pense que c'est un des éléments à donner, c'est-à-dire il n'y a pas nécessité de faire un DUT, de faire une école d'ingé, de faire quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est ouvert à tout le monde. Même si effectivement après si on regarde sur la France, avoir un diplôme sera peut-être plus facile pour arriver à faire une carrière, mais dans le milieu anglo-saxon, pour l'avoir pratiqué quelques années, c'est absolument pas du tout regardé et c'est la motivation et la curiosité qui est retenue. Oui, et pour parler du milieu anglo-saxon que je connais bien aussi au niveau salaire, c'est complètement différent de comment ça se passe en France où les RH vivent avec une grille en fonction de l'école et du domaine de compétences. La plupart des boîtes internationales utilisent des études qui viennent de Mercer Group ou de ses concurrents. Et un moyen d'avoir accès à ces études, c'est par exemple d'aller voir sur GitLab, qui a une politique de transparence radicale en matière de rémunération, et ils ont un salary calculator en ligne qui permet de savoir combien on serait payé chez eux. Ce qui est en général combien on serait payé en remote pour n'importe quelle boîte internationale. Et qui tu as la même chose en France.
Nico, avec des grilles de salaire par rapport à l'école, que ce soit même pour des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs, tu as la même chose pour de nombreux grands groupes en France. Oui, tout à fait, mais je te dis qu'à l'international, des groupes qui n'ont pas leur siège social en France ne sont pas du tout dans cette logique-là. Par contre, ils vont beaucoup plus valoriser, par exemple, les thèses. Si tu as un bac plus 8 au lieu d'un bac plus 5, pour une entreprise internationale, ça compte, alors que pour la France, ça va plutôt te destiner à une carrière de chercheur et ça va plutôt être un handicap pour travailler dans le privé, je trouve. Et si tu as des 0D, ça compte comme un diplôme. C'était le gars qui était venu présenter à DEFCON Paris, là, un Américain. C'est à DEFCON Paris, non, c'est ça, Nico? Et qui parlait justement des salaires et des critères d'embauche et qui disait que finalement avoir des 0D c'était pas mal sur le CV pour embaucher, en tout cas dans certaines entreprises américaines. Oui, tout à fait. Mais ça, plus l'activité sur GitHub, plus le fait d'être mainteneur de projets open source, enfin des choses démontrables plus qu'un diplôme que finalement tout le monde a quand il rentre dans son école. Et ça, c'est un très bon point. C'est-à-dire que même en France, certaines entreprises regardent les scores, par exemple RootMe ou d'autres plateformes, avec grand intérêt. Donc je pense que pour répondre à la question sur les études ou qu'est-ce qu'il faut faire par exemple pour trouver un emploi dans des domaines qui peuvent être très techniques, type le reverse ou ce type de choses, où voilà, ça peut être difficile de trouver un poste junior. À mon avis, l'un des conseils serait d'utiliser ce type de plateforme, et maintenant il y en a pléthore, Hack the Box, etc., pour essayer de montrer un petit peu les scores que vous pouvez avoir avec les domaines, les appétences que vous pouvez avoir. Et après d'aller voir certains employeurs en disant regardez ce que j'ai fait. Et à la fois c'est fun, c'est plutôt chouette, on apprend des choses, et en même temps derrière c'est un retour sur investissement pour votre carrière, donc n'hésitez pas et persévérer en fait. Ouais, ça c'était un petit peu le motto là d'Offensive Security, la tryharder. Je pense que si on a vraiment envie, si vous avez vraiment envie de percer dans ce type de carrière, continuez en fait, et c'est-à-dire ne vous arrêtez pas au premier non, mais au contraire utilisez ça comme une vraie énergie et continuez, ça paiera. Moi qui recrute plutôt pas mal, il n'y a rien qui ressemble à un ingénieur qu'un autre ingénieur. Donc qu'est-ce qui va différencier? C'est les projets open source, c'est les RootMe, c'est ce qu'ils font le soir, les intérêts, est-ce qu'ils ont lu des RFC, et est-ce qu'ils créent des choses, etc. Parce que juste sortir avec un diplôme aujourd'hui, vous avez fait les mêmes projets que votre camarade à côté. Bah ouais, moi j'ai vu un mec qui a écrit un pilote dans OpenBSD, je me dis putain, il a supporté le mec d'OpenBSD. C'est bon, je l'embauche lui. Par contre, attention aux passionnés. C'est-à-dire, c'est super de faire ça la journée, c'est super de faire ça le soir, les week-ends, etc. Sachez que vous êtes bien là pour courir un marathon et pas un sprint. Donc c'est super d'être passionné, mais faire attention en tout cas à avoir une passion à côté, quelque chose qui vous permette de sortir de la cyber, des ordis, faire quelque chose de complètement connexe, mais qui vous permet justement d'avoir un lâcher-prise et de sortir de ça, parce que autrement, quelques années plus tard, vous risquez de vous brûler un petit peu les ailes. Donc voilà, c'est surtout un conseil de bien arriver aussi à vous préserver, mentalement. C'était l'instant RSE. Bon, je me disais qu'il y avait le potentiel pour faire un épisode sur cette question. Je pense qu'on l'a fait. On passe aux questions suivantes. Alors là, je vais dire quand même qu'on a groupé les questions... Que faire face à la pénurie cyber? Donc Hervé a répondu en disant il n'y a pas de pénurie. Une autre question qui était quelles sont les études à faire pour travailler dans le domaine de la cybersécurité? C'est très urgent, qui nous a été adressé 2 jours avant la fermeture de Parcoursup. Donc malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de recommander telle ou telle formation, mais comme vous l'avez compris, un compte GitHub, une maintenance de projet open source, quelque chose qui fait la différence par rapport à tous les autres est important. Et il y a quelqu'un aussi qui se plaint de ne pas trouver de travail dans des domaines très techniques tels que le reverse ou l'écriture de fuzzer. En tant que junior, là encore, je pense que la mise en avant de projets perso peut faire la différence parce que rien ne ressemble plus à un reverseur qu'un autre reverseur. Et tout à l'heure, tu parlais juste, et je finirai là-dessus, sur les entreprises qui ont peut-être du mal à recruter. Travaillez votre attractivité. L'attractivité, c'est-à-dire demandez pas nécessairement un mouton à 5 pattes. Prenez par exemple des juniors, formez-les en interne pour répondre directement à vos besoins. Et ça, voilà, je finirai là-dessus, mais en tout cas, travaillez votre attractivité si vous n'arrivez pas à trouver des personnes qui sont intéressées dans votre entreprise. Enfin, ça, c'est plus facile quand tu t'appelles Orange que quand tu t'appelles Cyberzen, tu vois. Parce que t'as pas la même solidité, t'as pas les mêmes bases, ça peut être compliqué. En tant que petite entreprise, tu peux apporter des choses, une proximité, une ambiance que les grands groupes ne pourront pas apporter. Au contraire. T'as d'autres avantages. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec Vlad. Il y a d'autres cordes sensibles que n'offrira pas un grand groupe. T'as pas les mêmes latitudes. Donc on va glisser subtilement vers une question qui est liée au marché de l'emploi en cybersécurité, qui est
y aura-t-il une consolidation du marché des acteurs cyber européens en 2025 ? Donc les prédictions sont ouvertes, on espère que l'épisode sortira avant 2025. Allez-y. 2025, en fait, tous les ans, mais nous, on a fait une levée de fonds série A il y a peu de temps. Et ça nous a permis de rencontrer pas mal de fonds d'investissement, une quarantaine, et donc de rencontrer des gens qui ne connaissaient pas le milieu de la cybersécurité. Et leur constat à tous, ça a été déjà de dire que, oulala, le milieu de la cybersécurité s'est complètement éclaté, on comprend rien, il y a énormément d'entreprises, et c'est le cas aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 startups en cybersécurité rien qu'en France, et alors dans le monde, je laisse imaginer, et ça paraît très très éclaté, et donc oui, forcément, ça se consolide un peu. Il y a des rachats, des fusions, etc. Mais au final, dès que tu as le rachat d'une start-up qui commence à bien marcher, au bout de quelques temps, les gens partent et vont recréer une autre entreprise derrière. Donc j'ai l'impression que ça se consolide, et ça se déconsolide, puis ça se consolide, puis ça se déconsolide à l'infini. Et c'est pas que européen. Oui, partout. Je vais mentionner un article intéressant que j'ai lu aujourd'hui qui serait qu'en fait la cybersécurité serait une pyramide de Ponzi, que les investisseurs qui mettent de l'argent dans les boîtes obligent les gens de la sécurité de ces boîtes-là à acheter les produits dans lesquels ils ont investi avant. Et que c'est une série d'articles américains qui ont révélé, enfin avec des témoignages à l'appui, qu'un certain nombre de CISO, donc de RSSI, acceptaient d'acheter quand une start-up venait les pitcher pour vendre leurs produits, n'acceptaient de l'acheter que si on leur donnait des parts. Et que donc c'était devenu une sorte de racket, mais à un point tel qu'à un moment, des startups, sur conseil de leurs investisseurs, se sont mis à proposer des parts au RSSI à qui ils allaient vendre leurs produits, de manière à ce que celui-ci achète le produit indépendamment de ses qualités ou l'adaptation à l'entreprise. Il y avait aussi un papier américain qui montrait, de recherche, qui montrait que, effectivement, la cybersécurité était un peu devenue un domaine dans lequel il n'y avait plus de sélection naturelle. Et que, justement, même une société proposant un produit inutile, de mauvaise qualité, de par les développeurs qu'elle avait embauchés, de par l'époque plus ou moins truquée, comme on vient de voir, qu'elle avait obtenue et donc qui apparaissaient comme des clients, il y avait toujours quelqu'un pour la reprendre alors qu'elle ne valait rien. Bon, grâce à l'IA, je pense qu'on est en train de sortir de ce phénomène. Maintenant, c'est l'IA qui est dans cette situation. Et peut-être en 2025, on va retrouver un peu plus d'honnêteté, de clarté, de sélection naturelle dans la cybersécurité, et donc un peu moins de start-up et un peu plus de faillites. Bon, c'est bien les start-up, parce que l'innovation, souvent, tu la trouves au niveau de petites entreprises, là où les grands groupes ont quand même une lenteur administrative telle qu'ils ont du mal à innover. C'est bien qu'il y ait des start-up, justement, qui innovent. Ah, mais moi, j'adore les start-up, mais j'en connais beaucoup qui réinventent la roue, qui proposent des produits qui existent déjà dans tous les pays. Non, mais bon, voilà. Toutes les startups ne sont pas innovantes. C'est une minorité qui innove. Mais les startups ne doivent pas être innovantes. Celles qui percent, elles doivent se mettre sur les cadrans du Gartner et donc elles doivent répondre à des besoins qui intéressent les RSSI à un instant T. Donc il y a eu les Honey Tokens, il y a eu les XDR, il y a eu... voilà. Et donc si tu crées un produit et que tu es le seul dans ton marché, sans aucun concurrent, parce que tu es beaucoup trop innovant, c'est extrêmement difficile d'aller te vendre à des grandes entreprises. Après, il y a trop innovant et innovant. Il faut être aussi dans l'air du temps et être adapté aux besoins du moment. Mais il faut quand même un petit peu d'avance. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver sur un marché qui est déjà existant. Il faut quand même, si tu es une start-up, c'est quand même bien d'avoir une certaine innovation et d'être au début de la fameuse courbe du hype du Gartner. C'est quand même bien d'arriver au début de la courbe. Il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard. Et du coup, guetter le Gartner, c'est un bon signe. Pardon. Très bien. Alors maintenant, on va enchaîner sur un sujet un peu plus polémique. On a eu plusieurs questions sur les fuites de données, et en particulier, par exemple, l'affaire Snowden, 11 ans après. Qu'est-ce qu'il en reste ? À quoi ça a servi ? Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Ou est-ce que finalement, c'est un échec ? Déjà, quand on parle des fuites de données, on parle généralement des fuites de données des services américains, et il y en a eu vraiment trois séries, qui étaient en 2013, Snowden, qui a sorti des informations essentiellement de la NSA, mais aussi d'agences amies qui les avaient confiées à la NSA, notamment les Anglais et les Canadiens. Il y a eu, en 2016, il y a eu Shadow Broker, qui étaient des leaks d'outils d'attaque, sans doute de la NSA, en tout cas qu'on pouvait rapprocher de Quotient Group, dont tout le monde plus ou moins disait que c'était la NSA. Donc
en tout cas associées à des attaques que les gens pensaient américaines. Et puis il y a eu des leaks sur Wikileaks de Vol7, Vol8 qui là étaient des outils d'attaque d'un service qui faisait de l'offensive informatique pour la CIA, qui était aussi en 2016. Edward Snowden, il s'est enfui et il s'est réfugié en Russie et il y est plus ou moins coincé puisque s'il en sort, il se fera attraper par les Américains et il se fera sans doute envoyer en prison pour très très longtemps. Il n'a jamais été clair qui avait vraiment leaké Shadow Brokers, mais comme derrière il y a eu beaucoup d'enquêtes, il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées pour leurs indiscrétions, en particulier pour avoir ramené à la maison des outils qui étaient censés ne servir que sur des environnements offensifs de l'agence, et du coup il y a eu plusieurs procès de gens qui ont été condamnés pour ça. Et Vol7, il y a récemment quelqu'un qui a été condamné, qui était un ancien employé de la CIA, qui aurait leaké les informations, donc il a été condamné à des lourdes peines de prison, suite à un conflit interpersonnel avec deux bureaux, je sais plus, c'était quasiment quelqu'un qui lui piquait son agrafeuse ou un truc comme ça. Du coup, ça a escaladé, de proche en proche, il s'est fait virer, il est parti en emportant tout, il l'a publié sur Wikileaks. Alors ce qui est intéressant, bon, finalement, on voit que dans chacun des cadres, il y a des cadres plus ou moins idéologiques, plus ou moins de colère, plus ou moins de fausses manipes. Là, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de quelles ont été les conséquences de ces leaks et est-ce que toutes les conséquences ont été tirées. Il y a eu des choses importantes et je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut plus dire ces trucs n'existent pas, ces outils n'existent pas. On a vu le catalogue Tao, on a vu les comptes rendus, on a vu tout un tas de choses. Et ça, je pense que ça a fait changer beaucoup d'état d'esprit de gens qui étaient dans le déni. Par contre, la quantité d'informations qui est dans ces leaks, je pense qu'elle est encore exploitée qu'à 30%. Alors, en tout cas, il y a des attaquants qui l'ont réutilisé assez vite. Il y a sans doute encore du potentiel inexploité là-dedans parce qu'il y a une quantité de trucs incroyables et que l'étudier systématiquement, c'est pas évident. Après, je pense que la posture globale a quand même été améliorée avec ce type de leak. Enfin, je me souviens que notamment, il y avait un fameux post-it avec l'infrastructure de Google, si je dis pas de bêtises, avec le petit smiley qui disait voilà, là on supprime et on rajoute du coup toute la partie SSL, et donc au passage en fait on récupère absolument tout ce qui se passe. Ce que j'avais cru comprendre, c'est que ça avait quand même pas mal chauffé au sein de Google, qui s'était dit très bien, et je crois que je me demande si c'était même pas le wake-up call pour se dire derrière on va on implémente du zero trust, mais on y va à fond les ballons. C'est une autre initiative, c'était pas le SSL. En fait, ce qui montrait, c'est que le SSL, c'était pénible pour les écoutes, et que donc le plus simple, c'était d'espionner les communications inter-data center qui, elles, n'étaient pas chiffrées. Ah, autant pour moi. C'est vrai. Et du coup, il disait, ici, c'est chiffré, c'est la liaison SSL, et ici, c'est pas chiffré, c'est l'inter-data center, et a priori, derrière, tous les GAFAM ont mis en place de la liaison du chiffrement d'artères. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être l'état de l'art chez tout le monde qui opère un réseau à grande distance de chiffrer, parce qu'en fait, il n'y a aucun WAN qui puisse être de confiance. Il y a eu plein d'évolutions. Et aussi, ça a amené le chiffrement de bout en bout, de plus en plus. Le chiffrement des protocoles de mail et autres, enfin, du chiffrement de partout. Oui, mais regarde sur une entreprise, par exemple, qui a des shares SMB, on va dire, tu vois, serveur central à Paris, puis des filiales en Afrique. Est-ce qu'il y a du chiffrement SMB ou est-ce qu'il y a de l'IPsec sur la liaison, ou est-ce qu'ils considèrent fait, c'est ton niveau 2 qui est chiffré, et par-dessus, effectivement, tu as du SMB non chiffré. Ah, tu peux faire du SMB sur TLS maintenant. Oui, non, mais je pense que Nicolas parle de vieilles infra avec des vieux SMB. Mais tu as pas mal d'équipements, des DWDM maintenant qui sont en bout de fibre, qui ont des cartes de chiffrement. Je dis pas que ça existe, je dis que ça n'existe pas. Je demande est-ce que c'est vraiment utilisé quand tu vois les coûts, la latence, tu vois, qui dans les petits acteurs privés se dit c'est toujours le coup de je suis trop petit pour être intéressant. C'est dépendant du niveau de ton imprimante. Si ton imprimante supporte le share SMB plus TLS, ça peut se faire. Sinon, c'est pas le cas. Après, ce qu'on voit de plus en plus, c'est du VPN, alors du WireGuard qui se met partout, un peu d'IPsec ou du MACsec 802.1 AE quand les gens peuvent faire ça. Il y a aussi les entités qui ont une équipe sécurité et qui ont une veille et qui ont une taille suffisante pour mettre en place un programme de sécurisation. Et je pense que
pour la plupart des grandes entités, et en particulier pour les opérateurs d'infrastructure, ça a été un réveil. Et puis il y a beaucoup d'entités qui n'ont juste pas les moyens de refondre leur système d'information et de mettre du chiffrement partout. Or, aujourd'hui, il faudrait avoir du chiffrement partout, mais quand on l'a pas mis dès le départ, c'est vraiment compliqué à changer. Et effectivement, on a l'imprimante scanner multifonction qui supporte que du SMB1, qui force à faire du NTLM, qui supporte pas de chiffrement, et sur laquelle il est hors de question de coller du IPsec. Et tout à l'heure, tu parlais d'Edward Snowden. Je pense 2024, en tout cas, sera une année à garder. C'est-à-dire, on a aussi Julian Assange, en tout cas, qui est retourné en Australie. Oui, qui a été libéré, c'est quand même un fait sacrément notable après autant d'années. Au Royaume-Uni. Mais bon, il a dû plaider coupable. Enfin. Alors, il y a une énorme différence entre les deux. Julian Assange, alors il y avait le fait qu'il soit plus ou moins contesté, qu'il soit journaliste, mais grosso modo, Julian Assange, c'est celui qui a redistribué des contenus. Et donc, il y a tout un cadre juridique à définir. Si les journalistes, ils devraient pas être inculpés, etc. Et les Américains, pour leur poursuite, ont sorti l'Espionnage Act, un texte du début du siècle. Enfin, c'était compliqué et finalement, ça arrange bien tout le monde après tout ce temps de pouvoir dire c'est bon, Julian Assange a déjà purgé sa peine, il plaide coupable pour le reste et c'est réglé. Snowden, c'est pas pareil. Snowden, il était militaire, il travaillait pour du classifié, il a signé tous les engagements qui vont bien et tout le dossier d'habilitation qui aux États-Unis fait une centaine de pages et il a trahi. Techniquement, c'est une trahison. Alors, on peut se féliciter qu'il ait trahi, mais techniquement, c'est une trahison. Et ça, avant que le ministère de la Défense américain le laisse tomber, je pense que les corbeaux vont pouvoir nager dans la Seine. Eux. L'exemple avec Wikileaks, c'est que c'est Chelsea Manning, qui est la personne qui a piqué et diffusé une partie des documents et les a envoyés à Wikileaks, est en prison, a été condamnée. Je crois qu'elle est sortie. Elle est sortie ? Ok. Ouais, je crois aussi, oui. Mais effectivement, elle a purgé sa peine. Bon, bien, cet épisode est un peu plus long que prévu. Nous allons donc le découper en 2 parties. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.